Quand j'étais en 6e ou en 5e, j'avais une prof de français qui était assez créative et qui nous avait fait travailler sur un exercice où on devait composer tout un menu sans la lettre E. Donc on devait prendre que des aliments qui n'avaient pas la lettre E. Je me rappelle que j'avais parlé de cornichons, de saucissons, donc le menu était sûrement pas le plus appétissant, peut-être pas le mieux travaillé, peut-être pas le plus respecté par les grands chefs étoilés, mais l'exercice littéraire de se couper de la lettre la plus utilisée dans l'alphabet était quand même assez intéressant. Et en fait cet exercice il était inspiré d'un roman de Georges Perec qui s'appelle La Disparition, dans lequel il a écrit tout ce texte sans la lettre E. Bien plus tard, à l'âge de peut-être 19 ou 20 ans, j'ai lu un texte de Georges Perec qui s'appelle Les choses, qui fait partie de mes meilleures lectures de cette année-là. Et puis plus récemment, j'ai développé une sorte de passion, mais vraiment c'est très récent, une sorte d'obsession pour Georges Perec. J'ai acheté et j'ai lu pas mal de ses livres et je me suis dit il faut absolument que je vous en parle parce qu'en fait ce mec est juste un génie. Et là vous vous dites bon moi j'ai peut-être pas lu ses livres, je connais peut-être pas bien son œuvre et tout, il n'y a même pas encore besoin d'avoir lu ses livres et je suis presque hyper content pour vous si vous regardez la vidéo parce que vous allez découvrir vraiment le génie qu'est ce mec et toutes les contraintes qu'il s'est imposées, toute la force de son écriture, tout son jeu avec le langage et à quel point moi ça peut me toucher infiniment. Voilà, j'ai encore terminé un de ses romans aujourd'hui, c'est un écrivain qui me bouleverse. Pour moi c'est l'écrivain qui incarne parfaitement la question du manque, la question de l'absence et qui va réussir à construire des mondes mais totalement géniaux autour de ce manque justement pour pouvoir le combler. Je crois que d'ailleurs je vais appeler cette vidéo l'écrivain du manque parce que pour moi Perec il incarne parfaitement ça. Pour comprendre tout ça, j'ai décidé d'aborder ces romans dans un certain ordre que j'ai pensé de manière un petit peu à retracer sa vie, à retracer des éléments qui me paraissent importants de son écriture et aussi de parler de à quel point ces titres-là m'ont touché chacun à leur manière. Pour faire le contexte un peu chiant du début de page Wikipédia et replacer un peu Perec dans son époque, c'est un écrivain qui est né en mars 1936 dans une rue là juste à côté de chez moi dans le 19e arrondissement et dont les parents sont morts très jeunes. Voilà, son père a été tué sur le front en juin 1940 et puis sa mère étant juive a été déportée à Drancy, enfin d'abord internée à Drancy pendant quelques jours avant d'être déportée à Auschwitz et d'y décéder, d'y laisser la vie en 1943. Il a été ensuite accueilli par sa tante, enfin une tante assez éloignée de ce que j'avais compris. Et Perec ça reste un écrivain assez important sur la question de la mémoire, qui est une question qui me touche particulièrement, la question du temps, la question de l'oubli, de la famille, etc. Il tourne beaucoup autour de ces sujets-là, mais de manière assez différente en fait des autres écrivains. C'est-à-dire que par exemple moi j'adore Proust. Là derrière j'ai mon étagère à Proust. Proust il s'interroge beaucoup sur la question du souvenir, sur la question de la mémoire, sur la question de retrouver le temps perdu. J'aime aussi beaucoup Annie Ernaux qui va elle utiliser le temps mais plutôt pour construire à travers un récit individuel une sorte de mémoire collective. Perec lui il va faire les choses différemment, c'est-à-dire que comme il n'a pas de souvenir, il va essayer de construire des procédures, il va essayer de construire des systèmes avec le langage pour aborder tout ça. Je pense que je fais une introduction qui est peut-être relativement longue par rapport à ce que je veux dire et je pense que pour parler de Perec en premier lieu, il faut parler d'un roman que j'ai terminé aujourd'hui et qui m'a un peu poussé à faire cette vidéo avec le dernier roman dont je vais vous parler qui est son chef-d'œuvre, j'ai nommé W ou le souvenir d'enfance. Alors ce qu'il faut comprendre avec Perec, c'est que pour lui, il n'a pas de passé, dans le sens où quand il commence ce roman, il dit voilà, je n'ai pas de souvenir d'enfance. Et ce bouquin-là, en fait, c'est deux récits à la fois. Il y a d'abord son autobiographie, donc vraiment le récit des quelques souvenirs d'enfance qu'il va pouvoir avoir, qu'il va pouvoir se remémorer. Il va raconter justement la mort de ses parents très jeunes, il va raconter comment il a été hébergé chez sa tante, il va raconter quelques souvenirs dans le 19e, dans le 20e arrondissement, du moins ce qu'il sait de sa vie, de la vie de ses ancêtres. Et en même temps, il y a cette histoire sur une île imaginaire qui s'appelle W, dans lequel un personnage imaginaire est amené à aller découvrir cette île à la recherche d'un certain Gaspard Winkler. Retenez bien ce nom parce que c'est un nom qui aura une importance toute particulière plus tard dans la vidéo. Et donc on a ce double récit entre son autobiographie et cette île imaginaire qui s'appelle W, qui est une sorte d'utopie sportive, c'est-à-dire que c'est une île sur laquelle se déroulent plusieurs types de compétitions sportives avec différents types et différents niveaux d'athlètes et du coup différents niveaux de règles en fonction de ces compétitions-là. Donc on a je dis utopie parce qu'en fait c'est quelque chose qui est très cadré, qui est presque idéaliste dans sa conception, sauf qu'en fait plus on avance dans ce texte-là, qu'on se rend compte que cette dynamique elle est tellement perfectionniste qu'elle reproduit presque des logiques concentrationnaires avec tout un ensemble de règles absurdes, avec une certaine normalisation de la violence et avec une place extrêmement importante de l'arbitraire. Et pour vous la faire courte, parce que je ne vais pas vous énoncer toutes les innombrables règles qu'il y a dans ce texte-là, W en fait plus on avance, plus ça va apparaître comme une métaphore des camps, c'est-à-dire que déjà dans ce premier texte qui est
en fait un texte que Perec avait commencé à écrire à l'âge de 12 ans sur cette île mystérieuse de W. Il cherchait à combler quelque chose, il cherchait à combler le manque de ses parents. Et pour moi, le fait de mettre en dualité voilà, ces deux récits entre son autobiographie où il va montrer qu'il n'a pas de souvenirs d'enfance et ce texte ultra imaginaire et en même temps ultra complexe et réglementé qui va apparaître comme une métaphore des camps, c'est une manière de répondre par cette complétude au manque qui préexiste à son existence par le fait de grandir sans parents qui sont des valeurs cardinales à l'enfance. Et d'ailleurs, du coup, dans toute cette partie sur l'île de W, il y a un passage que j'ai trouvé très beau et que je voulais lire. Il y a des compétitions tous les jours, les victoires ou les défaites. Il faut se battre pour vivre, il n'y a pas d'autre choix. Il n'existe aucune autre alternative, il n'est pas possible de se boucher les yeux, il n'est pas possible de refuser. Il n'y a ni recours, ni pitié, ni salut à attendre de personne. Il n'y a même pas à espérer que le temps arrangera cela. Il y a cela, il y a ce qu'il a vu, et parfois ce sera moins terrible que ce qu'il a vu, et parfois ce sera plus terrible que ce qu'il a vu. Mais où qu'il tourne les yeux, c'est cela qu'il verra et rien d'autre, et c'est cela seul qui sera vrai. #deep. Tout ça pour dire avec ce premier texte que je trouve hyper touchant dans le fond comme dans la forme directement du projet littéraire, que Perec c'est un écrivain qui peine en fait à reconstruire son passé parce qu'il n'a pas assez de souvenirs, et donc pour répondre à ça, c'est un écrivain qui va chercher à construire ou du moins à reconstruire son monde ou un monde qu'il va inventer. Et ce point-là, il est intéressant et il me permet de faire une transition avec justement un bouquin qui m'a beaucoup plu par la suite et qui est le premier roman que j'ai lu de Perec, qui s'appelle Les Choses, qui est sûrement son roman le plus connu. C'est un roman qu'il a publié, alors je ne saurais plus dire l'année, je crois que c'était 1965. C'est en fait le premier roman qu'il a publié à l'âge de 29 ans et pour lequel il a déjà à ce moment-là obtenu le prix Renaudot qui est donc décerné il me semble par des critiques, qui est un prix quand même assez estimé, et c'est par ce roman-là voilà, que Perec a été révélé au grand public et à la critique littéraire. Les Choses, j'aime bien ce roman parce que c'est un roman qui est hyper accessible, qu'on peut offrir relativement à tout le monde, et dans lequel on va suivre un couple voilà, dans les années 60 qui s'appelle Jérôme et Sylvie. Jérôme et Sylvie, ils sont issus de la classe moyenne. Jérôme, je crois qu'il est publicitaire, Sylvie, je sais plus exactement ce qu'elle fait dans la vie, et en fait tout leur récit va se concentrer sur voilà, des balades dans Paris où ils vont faire tout un tracé, faire du lèche-vitrine devant tout un tas de boutiques, où ils vont fantasmer devant des rideaux, des objets, devant des meubles, et où en fait ce désir de possession d'objets va avoir plus d'importance que les objets en eux-mêmes, parce que ce désir-là, il va représenter pour eux une forme d'appartenance à une bourgeoisie rêvée. Et ce roman-là, il est hyper intéressant parce que, comme je l'ai dit, il a été publié en 1965, donc en plein cœur des 30 Glorieuses, à un moment où la surconsommation était ultra importante pour l'époque, et où en fait le boom économique le permettait aussi tout simplement, et aussi à un moment où la publicité justement poussait continuellement à cette consommation. Alors on y est encore plus aujourd'hui évidemment, mais le sous-titre de ce roman-là, Les Choses, c'est quand même une histoire des années 60, donc ça nous recadre bien quand même dans cette époque. Et d'ailleurs j'avais noté une citation assez intéressante de ce roman de Roland Barthes qui disait « La pauvreté inextricablement mêlée à l'image de la richesse ». Et c'est exactement ça ce roman-là, parce qu'en fait Jérôme et Sylvie, ils passent l'intégralité de leur existence à vouloir une vie qui n'est pas la leur à travers des objets qui ne sont pas les leurs. Et de ce point de vue-là, et vous allez voir qu'on commence à rentrer dans cette thématique de toutes les contraintes littéraires que Perec va s'imposer au cours de sa vie, l'usage des temps en fait dans l'écriture de ce roman est hyper intéressante. C'est-à-dire que le roman commence au conditionnel, à ce que leur vie serait s'ils avaient tel ou tel objet. Ensuite, le roman passe à l'imparfait. Donc l'imparfait qui est quand même le temps assez classique des récits romanesques, avant de passer à la question du futur. Donc c'est-à-dire que même le présent de l'indicatif n'a pas de place dans ce récit, tellement il se projettent dans des situations hypothétiques ou futures, et ils ne prennent pas en fait le temps de vivre l'instant présent et de profiter de leur vie. Enfin, il y a quand même une question assez intéressante dans le titre directement de Chose, parce que la question de la chose, ça reste un concept marxiste de réification en fait de leur existence, non pas à travers un point de vue subjectif, non pas à travers eux, leur existence en tant que sujet, mais directement à travers l'objectivisation du réel, donc à travers des objets. Voilà, ça fait grave intellectuel, mais en fait je l'ai écouté dans un entretien France Culture, donc voilà, je cite ma source. Bon, voilà, alors ça c'était pour Les Choses. Les Choses qui reste quand même un roman très accessible. Est-ce que la mise au point est faite qui reste quand même un roman très accessible parce que on a des personnages, on a deux personnages principaux qu'on va suivre tout au long du roman, mais imaginez si Perec il avait écrit un bouquin dans lequel on s'intéresse même pas à des personnages, on s'intéresse purement à des choses, et ce texte-là, il s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Alors, la mise au point se fait très mal, ou alors je suis très peu éclairé. Vous allez voir que c'est un projet qui est totalement ridicule parce que c'est un texte dans lequel il se passe rien, et en même temps
temps dans lequel il se passe tout. Pour vous expliquer concrètement et très rapidement, Pérec il va passer 3 jours sur la place Saint-Sulpice et il va noter absolument tout ce qui se passe. Il va noter voilà, ce qu'il y a sur les étalages des primeurs, il va noter les numéros des bus qui passent, à quels horaires ils passent, il va noter telle ou telle personne qui va passer dans la rue, sur la place, avec son chien, qu'est-ce qui va se passer à tel ou tel coin de rue. Ce texte-là, en fait, il me permet d'introduire une notion qui est très chère à Pérec, qui est la notion de l'infraordinaire. Quand on s'intéresse à la vie ordinaire, on va essayer de s'intéresser à ce qui existe dans nos vies d'assez ordinaire, de quotidien. Pérec, il va s'intéresser à l'infraordinaire, c'est-à-dire quelque chose d'encore plus précis, qui va résider justement directement dans les choses, dans les objets, dans les choses en fait qu'on ne questionne pas habituellement. Et il a cette phrase assez absurde qui dit, bah voilà, questionnez vos petites cuillères. En fait, dans les romans habituels, on suit toujours des héros qui vivent des actions ou quoi. Là, dans la thématique de l'infraordinaire, on va simplement s'interroger sur des objets, sur des trucs qui sont existants et qu'on questionne absolument jamais dans notre quotidien parce qu'on en a tout simplement rien à faire. Enfin, vraiment, nous décrire que tel ou tel bus va passer à telle ou telle heure, c'est pas vraiment ma priorité dans un texte. Et pourtant, lui, il va se demander ce qui se passe quand il se passe rien. Donc, juste pour le projet littéraire, moi, je trouve ça assez intéressant. Et encore une fois, si j'ai décidé d'appeler cette vidéo l'écrivain du manque et si pour moi ce manque-là, il va être comblé par une recherche de complétude, c'est parce que, encore une fois, il va essayer de lister, de nommer absolument tout ce qui se passe pendant 3 jours dans un endroit extrêmement restreint. Ce projet de complétude qui est complètement absurde, qui sert à rien, on a l'impression que ça vient combler un vide qu'il a jamais pu combler plus tôt. Si vous pensez que Pérec allait s'arrêter là, eh bien sachez que quand nommer et classifier ne suffit plus, en fait il utilise le langage directement pour exprimer cette question du manque. Et alors là, l'exemple le plus important, et qui est un exemple que j'ai mentionné directement en début de vidéo, c'est évidemment la disparition, qui est, je pense, l'un de ces textes les plus connus, pour la simple et bonne raison que c'est un lipogramme. Et un lipogramme, qu'est-ce que c'est? C'est un texte dans lequel, dans l'intégralité de ce texte, va être absente une lettre, et cette lettre, en l'occurrence, c'est la lettre la plus importante de l'alphabet, c'est la lettre E. Voilà, moi j'avais galéré à écrire un menu sans la lettre E. Pérec, il a réussi la prouesse d'écrire un texte de 300 pages, qui est en fait une immense métaphore de la Shoah, sans la lettre E. J'ai pas encore lu La Disparition, là je l'ai acheté aujourd'hui parce que je me suis dit du coup il faut que je m'y mette, mais c'était juste pour parler du projet littéraire en lui-même parce que je le trouve absolument génial. Je pense que ça parle par soi-même. Encore une fois, je trouve qu'il va encore plus loin dans cette expression du manque et comment la combler, parce qu'il va se donner un projet littéraire qui est tellement grand et qui est tellement absurde que en fait la construction de tous ces systèmes et de ces procédures, peut-être que pour lui, d'une manière ou d'une autre, ça va combler ce qu'il n'a pas eu en grandissant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc j'ai pas ce livre-là, mais le livre qu'il a écrit après La Disparition, c'est un livre qui s'appelle Les Revenantes, uniquement avec des E dans le titre. Et Les Revenantes, c'est un livre dans lequel la voyelle du E est extrêmement présente. Et pareil, je l'ai pas lu. Donc là, normalement, au fur et à mesure de mes explications, je sais pas du tout si je suis clair, et je sais pas du tout, peut-être que je vais regarder au montage et que je serai absolument pas clair et que je serai juste un moulin à parole, mais au fur et à mesure, normalement, vous comprenez que Pérec, c'était un auteur qui s'imposait énormément de contraintes littéraires. Soit de décrire absolument tout ce qui se passe, de lister tout ce qui se passe, soit directement de mettre en place des contraintes dans le langage, comme par exemple enlever la lettre E. Pourquoi il s'imposait autant de contraintes littéraires? Et bien parce qu'il appartenait à un mouvement qui s'appelle l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est un mouvement qui a été fondé, il me semble, en 1960, mais que Pérec n'a rejoint qu'en 1967 sur recommandation de Jacques Roubaud. Il a été coopté là-bas parce qu'il avait été repéré après son texte Les Choses, pour lequel il avait obtenu le prix Renaudot 2 ans plus tôt. Donc l'Oulipo, c'est justement tout un ensemble d'écrivains à l'époque. Voilà, si je parle pas de manière inclusive, c'est parce que en fait à l'époque ce n'était pas inclusif. Un ensemble d'écrivains qui vont s'imposer des contraintes littéraires extrêmement diverses et variées, et Pérec fait partie justement de ces écrivains qui s'en imposaient beaucoup. Pour donner des exemples, j'ai pris 2 livres en particulier. Un livre qui s'appelle Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, qui est une sorte de démonstration assez extraordinaire de toutes les virtuosités stylistiques sur lesquelles Pérec pouvait travailler. Voilà, il y a tout un ensemble de calembours, de jeux de mots, il y a tout un ensemble de références, de détournements, ce qui fait que en fait quand on lit, on comprend absolument pas ce qui se passe. C'est honnêtement pas un grand plaisir de lecture, mais encore une fois, juste pour la contrainte, il y a un plaisir, il y a une manière d'apprécier ce bouquin. Un autre livre que j'ai pris et que j'ai pas encore lu, qui s'appelle Cantatrix Sopranica L, qui correspond au titre du premier article. Pérec, pour revenir un peu sur ses éléments biographiques, il faut savoir qu'il a été documentaliste au CNRS pendant de nombreuses années, pendant plus d'une décennie je crois. Concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Il rédigeait des abstracts, donc des petits résumés de revues, d'articles en
en neurophysiologie, donc je ne saurais même pas expliquer ce que c'est précisément que la neurophysiologie, j'imagine que ça regarde les neurones ou ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, pour que voilà, les chirurgiens, les neurochirurgiens, les neurologues ou quoi, puissent avoir accès à des connaissances de manière concrète et immédiate, sans avoir à lire des articles et des articles en entier. Donc Pérec, il connaissait très bien le formalisme en fait de ces articles scientifiques, et il a décidé de s'en moquer dans ce texte-là, qui est en fait un recueil de 5 textes, de 5 articles assez différents. Et juste pour vous dire, le premier, c'est un faux article en anglais, une parodie d'article universitaire scientifique, qui explique et qui prouve d'une manière ou d'une autre les impacts que peut avoir le lancer d'une tomate très mûre sur les performances musicales et vocales d'une cantatrice, d'une chanteuse d'opéra. Voilà, donc Pérec, c'était un mec comme ça. Je sais pas si je vais plus développer sur ce texte-là. Et si vous pensez que déjà c'est très intense en termes de règles et tout, vous n'êtes tellement pas prêt pour le chef-d'œuvre dont je m'apprête à parler là pendant plusieurs minutes, parce que vraiment je l'ai fini la semaine dernière, j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes amis, c'est une obsession, c'est un livre qui est absolument extraordinaire, que je peux compter maintenant parmi les chefs-d'œuvre que j'ai lus dans ma vie, et dans lequel Pérec s'impose énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément de contraintes, parce que pour lui, ces contraintes-là, c'est justement pas une forme d'emprisonnement, mais en fait c'est un jeu. Et justement, moi je trouve que c'est dans ce jeu que Pérec fait avec le langage que nous on va pouvoir trouver un plaisir à lire ses livres. Et je dis ça dans le sens où habituellement, quand on lit des bouquins, on va chercher le plaisir dans une qualité littéraire, dans une qualité esthétique. Quand on lit un bouquin de Pérec, c'est pas là qu'on va chercher en fait le plaisir de lecture. Le plaisir de lecture, il va se trouver justement dans ce lien de complicité qu'on va établir avec l'auteur, parce qu'en fait, on va connaître les règles, les contraintes qui s'imposent, et on va être en mesure de les repérer ou même pas de les repérer, parce que parfois c'est tellement subtil et c'est tellement bien fait que en fait, on va réussir à lire le livre sans même se rendre compte que c'est un livre qui est truffé de règles. Et je trouve que c'est là qu'on va pouvoir trouver un plaisir certain en fait à cette lecture. Voilà, je voue une admiration sans fin à Georges Perec, et si à un moment donné il y aura peut-être une fin, mais pour l'instant je suis dans un gouffre où j'ai juste envie de lire tout ce qu'il a fait et de comprendre son œuvre au global. Tout ça pour m'amener à vous parler de La vie mode d'emploi, qui est un roman extraordinaire et dont le sous-titre est d'ailleurs roman au pluriel. La vie mode d'emploi, c'est quoi ? C'est un immeuble de 10 étages à Paris, dans le 17e arrondissement, dans une rue fictive. Et en fait, Pérec va décider de décrire une journée dans cet immeuble. Voilà, on va prendre la coupe d'immeuble et il va décider de décrire tout ce qui se passe dans une journée dans cet immeuble. Et donc il va revenir sur telle pièce, sur telle pièce, sur telle pièce, sur telle pièce, sur tel appartement, sur telle chambre de bonne, sur telle cave, sur tel escalier, sur les personnes qui y ont habité, sur les histoires qui ont été vécues, sur les amitiés qui ont pu être nouées, sur les familles qui ont pu habiter ces lieux, sur les objets en fait qui ont pu aussi constituer ces diverses pièces. Et c'est des descriptions qui sont absolument interminables, qui sont hyper bien sourcé. Il a mis 10 ans en fait à écrire ce livre. Mince, je l'ai fait tomber par terre. C'est un livre donc qui est assez conséquent, enfin il y a genre 700 pages. Moi en plus c'est écrit tout petit, je sais pas si on voit à quel point c'est écrit petit. Donc c'est vraiment très très long à lire, et surtout ça demande beaucoup de rigueur, parce que parfois c'est des listes qui font des pages entières. C'est un roman dans lequel il s'est imposé au total 42 contraintes par chapitre. Voilà, donc c'est 42 contraintes qu'on retrouve dans tous les chapitres, et je vais vous en dire quelques-unes, mais juste ça, moi en fait je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, je vous ai dit, c'est du coup un immeuble de 10 étages qu'il a découpé un peu comme un damier. Là je vais mettre une image un peu du damier, vous allez capter le truc, c'est absolument exceptionnel. En fait, il faut imaginer que l'ordination des chapitres fonctionne selon ce qu'il appelle une polygraphie du cavalier, c'est-à-dire que la manière dont se déplace un cavalier sur un jeu d'échecs, il va reproduire ça, mais directement entre les étages et entre les pièces d'un même immeuble, pour dire voilà, le chapitre 1 commencera là, alors le chapitre 2 pourra continuer là, le chapitre 3 pourra continuer là. Et en fait juste ça, c'est absolument dingue, parce que ça lui impose une contrainte dans l'expression du récit que je trouve absolument folle. Il s'est aussi imposé tout un nombre d'objets, un nombre d'auteurs, un nombre de citations à insérer de manière naturelle, un nombre de positions aussi à insérer de manière naturelle. Tout ça fonctionnant selon un principe qui était très cher au membre de l'Oulipo, qui est les bicarrés latins. Alors franchement, je ne saurais pas revenir sur comment fonctionnent les bicarrés, parce que du coup il y a des bicarrés d'ordre 3 qui sont extrêmement faciles à comprendre. Pérec, il a fonctionné selon des bicarrés latins d'ordre
10. À la base, il voulait fonctionner selon un bicarré latin d'ordre 14. Vraiment, allez voir sur internet ce que c'est et comment ça fonctionne. En fait, j'arrive à capter quand on m'explique, mais j'avoue que je ne serais pas en mesure d'expliquer, mais il s'agit d'associer à chaque fois. En fait, imaginez un truc de 14 x 14, où à chaque fois, chaque élément doit être associé avec chaque autre élément dans absolument tous les chapitres. Voilà, je mettrai une image parce qu'il doit y en avoir une sûrement sur Wikipédia ou sur internet. C'est un fonctionnement qui est absolument monstrueux. Et donc parmi tout ça, on n'a pas en fait uniquement une description, il y a quand même un roman dans le roman en fait. Il y a tellement de romans dans le roman, mais je dirais qu'il y a un cœur philosophique dans le roman qui se résume autour d'un personnage qui s'appelle Bartlebus, dont le nom est d'ailleurs hyper intéressant parce que du coup il y a une référence au personnage de Bartleby, de Melville, et d'un autre personnage, Barnabas, de je ne sais plus quel roman. En fait, Bartlebus, c'est un homme qui vit, alors je sais plus, je crois qu'il est au 4e ou 5e étage, c'est un homme qui est milliardaire, qui est dans l'immeuble depuis, je crois, 30 ou 40 ans, enfin depuis un certain temps, et qui en fait a passé 10 ans de son existence à apprendre à peindre avec un peintre qui vit dans une chambre de bonne tout en haut de l'immeuble qui s'appelle Valen. Il a passé 10 ans de sa vie à apprendre à peindre, et ensuite il est allé faire le tour du monde pendant 20 ans. Il a visité près de 500 ports, et en fait à chaque fois il restait 2 semaines sur place et il peignait ses ports, et ensuite il envoyait ces ports-là directement en France, dans cet immeuble, dans la rue fictive qui s'appelle Simon Crubelier, je crois. Et c'était le voisin du dessous de Valen, donc le peintre, le voisin du dessous qui s'appelle Winkler, voilà, qu'on retrouvait déjà dans W ou le souvenir d'enfance. C'était donc Winkler qui utilisait ces peintures-là pour en faire des puzzles, parce que d'ailleurs le préambule en fait de la vie mode d'emploi explique comment est-ce qu'on fabrique un puzzle et comment sont faites les pièces des puzzles. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc pour redire rapidement, Bartlebus, il apprend à peindre, il fait le tour du monde pour peindre des ports qu'il envoie ensuite en France. Winkler les découpe pour en faire des puzzles, et ensuite Bartlebus revient en France. Il essaye de reconstruire ces puzzles, et une fois qu'il les reconstruit, il les dissout. Voilà, donc c'est un projet qui est totalement absurde, qui lui prend en fait l'intégralité de sa vie. C'est un projet qui ne sert à rien, qui lui impose énormément de contraintes. Ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Et j'ai même pas envie de vous révéler la fin, parce que moi ça a été un vrai moment d'extase littéraire comme j'en ai rarement vécu, de vivre à travers ces 700 pages et d'avoir dans les 3 dernières pages en fait toute la quintessence de ce qui se trouve dans ce roman-là. Mais je crois qu'encore une fois, cette volonté de complétude de Pérec pour combler une certaine forme de manque d'une manière ou d'une autre, quand on liste autant de choses, quand on s'impose autant de contraintes, quand on cherche à les remplir en fait une par une, c'est qu'il y a un manque à combler. Et même si toutes ces règles-là elles sont absurdes, et ben voilà, le personnage de Bartlebus, il rappelle énormément Pérec, parce que c'est tous les deux des hommes qui ont passé leur vie à s'imposer des contraintes complètement absurdes pour des projets qui sont gratuits, qui servent absolument à rien. Et voilà, et moi, d'une certaine manière, ça me bouleverse en fait de me dire que le mec, il a passé 10 ans à écrire ce bouquin-là. Je sais même pas comment il avait la foi de se lever tous les matins pour écrire ce truc, parce que ça a l'air d'être un enfer. Enfin, des fois, il y a des moments où c'est très compliqué à lire, parce que c'est très compliqué de s'accrocher à quelque chose qui est juste purement descriptif. Et je me dis, lui, il devait se lever le matin, essayer d'écrire et s'imposer tellement de règles que ça devait même plus être un plaisir. Et pourtant, lui, le plaisir, il le trouvait là-dedans. Je tiens quand même à préciser que le plus beau dans tout ça, c'est que parmi toutes les règles qu'il s'est imposées, il s'est autorisé beaucoup de clinamen. Les clinamen, c'est un concept qui est encore une fois très cher à l'Oulipo. C'est en fait s'autoriser à faire des exceptions à la règle, à sortir de cette règle-là. Et le clinamen le plus important de ce livre, c'est que à cause de cette polygraphie du cavalier, donc à cause du fait que l'ordination des chapitres dépendent du déplacement d'un cavalier sur un échiquier, et ben il y a une case en fait de ce damier en 10 x 10 qui est absolument inatteignable. C'est la cave qui est tout en bas à gauche de l'immeuble, qui fait qu'on n'a pas 100 chapitres dans le texte comme ce serait prévu à l'origine, mais bien 99. Et juste le fait que sur cette règle vraiment principale du fonctionnement du texte, et ben en fait on la respecte pas, pour moi ça démontre aussi tout le côté très farceur, très petit rigolo de Pérec, qui s'amuse à s'imposer des règles et qui s'amuse à les transgresser de lui-même sans même que le lecteur s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on se rend même pas compte des règles qui s'imposent, et donc on se rend encore moins compte quand il les respecte pas, tellement ce mec est génial. Et je voudrais juste aussi revenir sur le titre de ce roman-là, que je trouve formidable. Alors il y a eu plusieurs titres, il y a eu La vie de point mode d'emploi, il y a eu La vie virgule mode d'emploi. Le titre en l'occurrence là, c'est La vie mode d'emploi, tout court, en un mot. Et en fait je trouve ça génial d'apposer la vie à mode d'emploi, parce que en fait ça crée une sorte d'opposition, dans le sens où la vie
par essence, c'est le désordre, et le mode d'emploi, c'est en fait, c'est ce qui va chercher à déterminer de l'ordre. Et quand on plonge en fait dans ce puzzle qu'est ce livre, on se rend compte que la vie est un désordre complet dans lequel on essaie de mettre de l'ordre d'une manière ou d'une autre, par les objets, par les personnages, par les liens entre des personnes d'un même immeuble. Voilà pour Perec, voilà pour cette vidéo, voilà pour mon obsession du moment. Je savais que je voulais absolument en parler, je savais pas forcément sous quelle forme le faire, comment aborder ça, parce que c'est un écrivain qui est tellement grand et en même temps qui peut paraître assez inaccessible par le projet littéraire qu'il propose. Moi, je trouve que la forme de son travail est tellement intéressante, elle est parfois plus intéressante que le fond, et pourtant elle raconte tout autant. Je voudrais terminer cette vidéo sur une citation de Karl Marx qui illustre à mes yeux assez bien le travail de Georges Perec. Je lis la citation. Le moyen fait partie de la vérité aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie. La recherche vraie, c'est la vérité déployée, dont les membres éparses se réunissent dans le résultat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.